À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Référence Petite Enfance dans cette série spéciale dédiée à la gestion administrative de la microcrèche. On a créé cette série dans le but de vous aider à progresser en passant par une meilleure gestion sans vous épuiser. Mieux performer tout en allégeant le travail de gestion, en rendant ce travail plus fluide. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'adore, la gestion des plannings des professionnels de la crèche. Et pour en parler, je suis accompagnée de mon acolyte et partenaire, Antoine Maclouf, fondateur de Mico. Bonjour Antoine. Bonjour Amal. Alors Antoine, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Antoine Maclouf, comme tu as dit, moi ça fait un peu plus de 6 ans maintenant qu'on a lancé Mico avec mes collègues et moi je suis dans le milieu de la petite enfance depuis un peu plus de 6 ans, puisque le temps de développer le projet. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content d'être dans ce secteur-là et je suis très content d'être avec toi pour continuer à parler de plein de sujets qu'on adore, nous. Ouais, des sujets dont les auditeurs raffolent aussi. Alors Antoine, tu es peut-être étonné d'entendre que j'adore ce dossier des plannings des professionnels parce Oui, que complètement. généralement, je pense que les crèches te disent plutôt que c'est une horreur, non ? Oui, en réalité, c'est une horreur parce que c'est difficile, à la fois pour le recrutement même et puis parce que derrière, c'est de la gestion de l'humain aussi, donc c'est le plus dur en réalité. Et puis, il y a beaucoup de roulements, il y a des absences à gérer, il y a plein de choses à gérer, hein, en crèche, donc j'imagine qu'on va en parler, et j'ai plein de choses à dire aussi. C'est vrai que souvent, les managers de crèche ont un petit peu ce dossier en horreur parce que, comme tu dis, il y a énormément de contraintes et des tensions viennent se cristalliser autour des choix qu'on va faire pour la gestion des plannings. Mais ce planning, il est très intéressant et moi, j'aime ce dossier parce que grâce au planning, si on arrive à le simplifier, à rendre les choix plus fluides, plus simples, plus évidents et à se poser moins de questions, on va pouvoir l'utiliser pour obtenir des choses essentielles. Donc, les choses essentielles dont je parle, c'est la continuité du soin pour les enfants et pour les professionnels aussi, puisque pour eux, c'est important de pouvoir donner cette continuité aux enfants. On va avoir aussi de la continuité de service et on va pouvoir aussi avoir de bonnes gestions du management, être un bon manager. On va pouvoir fonder notre management sur des plannings bien organisés. C'est le centre, parents, professionnels, et enfants et il faut surtout pas délaisser, la partie des professionnels. Sinon, comme j'ai entendu il y a pas très longtemps, c'est comme un trépied, il y a besoin, des 3 socles. C'est ça, et tout se concentre autour de ce planning, qui va être là, à quelle heure et comment va se passer le relais de toutes les tâches qu'on doit accomplir autour des enfants. Alors, comment on peut construire le principe d'un planning pour une crèche ? Qu'est-ce que toi tu vois ? Parce que tu travailles donc avec un nombre important d'acteurs. Qu'est-ce qui remonte du terrain ? Déjà, je vais commencer par dire que on n'a pas un monde idéal où tout fonctionne à chaque fois comme on l'avait prévu. Je préfère commencer par dire ça pour peut-être à la fois, rassurer et peut-être, partager le quotidien de ce qu'on entend, nous, en tout cas, auprès de nos utilisateurs et l'idée, c'est de optimiser au mieux puisqu'il y a toujours des solutions. Souvent, ce qu'on propose, c'est de commencer par construire son planning et là, pour le construire, avec l'équipe, il y a 2 façons de faire. C'est soit, de commencer par les équipes, soit de commencer par les enfants. Puisque évidemment, il y a la contrainte de l'encadrement. Est-ce que je regarde combien j'ai d'enfants, à quel moment de la journée et donc, comment je vais construire le planning des pros? Ou alors on se dit: «Je pars du principe que j'aurai ces personnes-là qui seront pendant ces horaires-là et je vais prendre les familles et les enfants en fonction de mes disponibilités». C'est vrai qu'on voit des 2. Une fois que la crèche est lancée, que ça tourne bien, en général après, souvent, on a déjà le planning des pros en tête avant même, de savoir qui va venir dans la crèche et quel dossier on va accepter, l'année suivante. C'est-à-dire qu'au démarrage, en effet, on peut avoir peut-être des montées en charge plus ou moins rapides, donc on peut avoir peut-être moins d'enfants au début,
Donc on n'est pas obligé d'avoir, nos pros, au tout début de la journée si les enfants n'arrivent qu'un peu plus tard et cetera. Donc en fonction, de cette évolution des inscriptions, on va peut-être, prendre, les enfants en fonction du planning des professionnels au début. Exactement. Ça permet surtout de voir où est-ce qu'il y a de la place, où est-ce qu'il y a des créneaux un peu pour libérer. Et souvent, libérer, ça veut pas forcément dire libérer les professionnels, mais c'est aussi libérer pour faire d'autres tâches, parce qu'il faut aussi qu'on compte l'administratif. Le planning de l'équipe, c'est tout le monde. Il y a à la fois les pros qui sont sur le terrain, mais il y a aussi les pros qui vont faire de l'admin. Il va y avoir les personnes qui s'occupent du ménage peut-être. Donc tout ça, il faut quand même qu'on prenne aussi en compte. Et pour faire ça, le mieux, c'est un peu de séparer quand même et de se dire, OK, là, j'ai toutes ces personnes-là, il faut que j'arrive à les caser, si je peux dire, hein, avec les enfants. Et ensuite, maintenant, je regarde mes autres rôles et comment je vais faire pour les placer pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Il y a bien sûr les contraintes de la PMI, on peut pas du tout y échapper et c'est normal. Je veux pas rappeler toutes les règles, mais nous, on voit beaucoup de pros qui essayent de rajouter même encore plus de personnes sur des moments importants, le moment du repas ou des moments de la journée, on sait qu'il y aura une activité bien particulière et ça, je pense que ça doit venir aussi dans la construction du planning parce que si on le fait pas dès le début, c'est très difficile après de l'intégrer forcément. Ouais, c'est ça. On va partir déjà des contraintes légales, hein, comme tu dis, ça, on peut pas y déroger. Ensuite, on va rajouter peut-être nous nos temps forts et se dire, bah, nous, on voudrait qu'il y ait un certain nombre de professionnels autour du repas, par exemple, comme tu le disais. Et puis on va, ça c'est assez, nouveau en plus, même si nous sur le terrain on y pensait, mais c'est vrai que maintenant, c'est aussi demandé par, les PMI lorsqu'on fait nos dossiers d'agrément et les dossiers de contrôle. Les PMI maintenant, elles demandent qu'on puisse spécifier, mettre, vraiment noir sur blanc les temps, comme tu disais, où on n'est pas en train de d'accueillir l'enfant sur le terrain, mais qu'on est dans une position soit de faire des tâches autour du terrain, donc administratives ou techniques, chauffer les repas, faire, des tâches d'hygiène et cetera, des désinfections. Et donc ça, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui doit être, formalisé, donc il y a pas d'approximation possible. C'est pour ça qu'il faut mettre des couleurs. Nous, c'est c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on trouve qui marche le mieux, c'est d'avoir des couleurs par planning ou par temps de travail en tout cas, ou par groupe aussi. On le voit beaucoup des personnes qui aiment bien, différencier, ces personnes-là qui sont dans tel groupe et donc je les mets d'une couleur en particulier. Ou alors c'est parce que c'est de l'administratif, et bah, je vais le mettre en violet et puis par contre, auprès des enfants, ce sera en vert, enfin. Ouais, c'est une super bonne idée, les codes couleurs et tu sais que nous, on préconise vraiment chez Référence Petite Enfance de séparer les groupes d'enfants, même dans les petites crèches, donc en micro-crèche. Typiquement à la Girafe étoilée où, j'ai géré 10 micro-crèches, on avait 2 groupes toujours, hein. Un groupe plutôt de petits, non moteurs et un groupe, plutôt de moyens grands qui sont plus moteurs et donc j'utilisais moi aussi comme toi des codes couleurs pour les différencier sur, mes tableaux de gestion, mes tableaux de planning et cetera. Je trouve que c'est, un bon conseil que tu donnes là. Et petite question, quand tu voyais ça avec les pros, est-ce que les pros restaient dans un seul groupe tout le temps ou tu essayais de varier, ou même de suivre? Parce qu'on voit, par exemple, des crèches qui essayent de faire en sorte que les pros suivent, les enfants d'année en année et donc quand l'enfant change de groupe et bah, la pro change de groupe en même temps aussi. C'est vrai que moi j'aime bien cette façon de fonctionner. Les auditeurs savent que j'adore la référence, donc c'est vraiment ce que je préconise d'appliquer et donc on a un référent par groupe d'enfants et puis son binôme référentiel qui vient, prendre le relais quand il est pas là et donc notre référent pour les petits va suivre son groupe, l'année d'après la plupart du temps. Mais bon, ça va dépendre aussi de l'évolution des inscriptions, des groupes et cetera. C'est vrai que dans la mesure du possible, on aime bien faire, suivre comme ça, comme tu disais, le professionnel. En revanche, sur l'année en cours, je trouve que c'est très important que le professionnel soit vraiment en lien avec son groupe d'enfants et donc le planning est très simple et lisible. Il y a pas de dans ma façon de travailler en tout cas, il y a pas de mouvement, dans le planning. Je veux qu'il soit le plus facile à comprendre possible et si on commence à s'arracher les cheveux pour expliquer son planning, c'est là que pour moi le bât blesse. C'était, quelque chose que je remarquais quand je faisais beaucoup de recrutement. Quand tu reçois des candidats et que tu leur demandes comment ils travaillent, souvent, bah, ils comprennent même pas. Ils ont beaucoup de mal à te restituer le planning de leur crèche tellement c'est compliqué et ça, je trouve que ça les met, déjà dans une situation, pas très agréable et a priori pas très lisible ni pour eux, ni pour les parents, ni pour les enfants. D'ailleurs, tu as sûrement, lu, le pré-référentiel qualité qui est en train d'être étudié
par plein de professionnels, du secteur en ce Oui. moment. Tout le monde fait ses retours et il est prévu que la référence soit obligatoire à partir de maintenant dans les crèches et les micro-crèches. Donc je pense que cette question du planning et de savoir, comme tu disais, si on doit se baser sur le planning des enfants ou sur le planning des professionnels, eh bien elle va être, centrale. Parce que si je veux pouvoir mettre de la continuité dans les soins et appliquer la référence, normalement, je vais devoir quand même faire en sorte que mes professionnels soient présents en fonction des besoins de l'enfant et pas l'inverse. Oui, oui. Ce qui est compliqué, c'est au départ, en fait, parce qu'au départ, on ne sait pas encore, les dossiers qu'on va avoir, le nombre d'enfants, mais il faut quand même faire les recrutements et donc c'est vrai qu'au tout début, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ouais. Donc sur cette question de la construction de ton planning, en fait, le principe de base de ton planning, tu vas définir tes règles. Donc on a dit, il y a les normes, voilà, les normes légales, en fait, les contraintes légales. Après, il y a toi, ta façon, ton projet pédagogique, comment tu veux, organiser ton accueil et puis, il y a aussi ton effectif. Est-ce que, si on enfin moi, tu sais que je suis plutôt spécialisée, sur les micro crèches. On peut se poser aussi la question sur les plus grosses crèches, mais c'est un petit peu différent. Mais en microcrèche, tu sais qu'il y a des effectifs qui varient quand même d'un groupe à l'autre. Donc il y en a qui sont un petit peu sous-staffés, qui sont plutôt en dessous de 4 pros, de 4 équivalents temps plein, hein, 4 TP. Donc parfois, ben, on voit des microcrèches qui essayent de tourner avec, 3 et quelques. Et puis tu as d'autres microcrèches qui sont à 4, on va dire que c'est une moyenne. Et puis après, tu en as qui sont même un peu surstaffés, qui vont prendre un peu plus de monde. Donc là, il faut trouver des financements, c'est encore un autre problème, pour payer un peu plus de monde. Mais bon, est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose, que tu as pu voir, avec toutes ces crèches avec qui tu travailles? Oui, ça, on l'a beaucoup vu, notamment au passage, de 10 à 12 enfants. Il y a beaucoup de structures qui ont dû se poser la question: «OK, bah, déjà la première question c'était: "Est-ce que je peux, techniquement, est-ce que j'ai la place?"» tout simplement, parce qu'il fallait quand même avoir assez de place pour le faire et ensuite, même si j'avais la place, il y avait des structures, beaucoup, je dirais même, qui avaient déjà, par exemple, 4 professionnels, tout le temps et donc le fait de passer à 12 enfants, c'était pas trop un problème et je pense en plus, voilà, avec tout ce qu'on entend et cetera en micro-crèche, c'est bien de rappeler aussi qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de structures qui rajoutaient beaucoup de confort à la fois pour l'équipe et pour la crèche. Ça, on l'a beaucoup vu et les personnes qui étaient à 3, soit elles ont pas pu passer à 12 enfants tout simplement, soit elles ont attendu un petit peu et là, petit à petit, je crois que tout le monde maintenant passe à 4. Ça commence à se généraliser, oui. Ouais, ça, c'est quelque chose que tu constates, au quotidien. Oui, Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. oui, tout à fait. Alors une fois qu'on a décidé du principe de notre planning, c'est-à-dire sur quelle base on va le construire, moi je conseille vraiment de le bâtir sur la continuité de soins. Donc une fois qu'on a décidé de ces règles de principe, on va ensuite s'interroger sur la continuité de service. Comment je fais pour m'assurer de la continuité de service de ma crèche? Parce que tu sais, une crèche, ça doit être ouvert tous les jours à la même heure et fermé à la même heure. Il n'est pas question de fermer, plus tôt, d'ouvrir plus tard, parce que, il y a une professionnelle, qui est malade, qui est absente et cetera. C'est vraiment important, cette continuité de service dans notre secteur. Tu sais, nous, c'est un peu une question d'honneur, hein, presque, hein, Ah bah, oui. quand on est obligé d'ouvrir plus tard, par exemple, c'est vraiment, un gros caillou dans notre chaussure. Donc comment tu fais pour, assurer cette continuité de service? C'est quoi les enjeux, d'après toi, que tu peux constater? Déjà, je constate que c'est la chose la plus dure à faire. C'est, je pense que là, tous les gens qui nous écoutent, diront la même chose, c'est de gérer, les imprévus, les absences, les départs, les arrêts maladie et cetera. C'est vraiment le plus dur à gérer au quotidien parce que, on peut pas remplacer une personne comme ça. C'est très difficile. Il faut en effet avoir un nombre de professionnels pour un nombre d'enfants, donc il faut trouver une solution. Nous, ce qu'on voit beaucoup, de plus en plus en tout cas, c'est l'annualisation. Donc, l'annualisation, qu'est-ce que c'est? C'est d'annualiser les heures de temps de travail. C'est-à-dire que plutôt que de dire: «On fait un contrat à, par exemple, 35 heures», eh bien, en fait, on va dire qu'on fait un contrat sur l'année qui correspond à environ 1 607 heures et en fait, les pros doivent réaliser ces 1 607 heures, mais peuvent fluctuer de semaine en semaine. Donc on peut très bien faire une semaine à 33 et une semaine à 38. Alors après, il faut se mettre d'accord bien sûr avec son équipe, mais l'avantage c'est que quand une pro est absente, on peut demander à quelqu'un d'autre de faire un peu plus d'heures et ça permet la semaine d'après ou plus tard bien sûr, de faire moins d'heures
Et au final, le but, c'est que, on puisse justement compenser une absence grâce à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une solution qu'on voit de plus en plus en crèche, nous. D'accord. Ah ouais, je connaissais pas cette façon de procéder, figure-toi. C'est vrai que moi, je préconise beaucoup les heures supplémentaires parce que tout simplement, quand j'ai une professionnelle absente, je sais que je vais devoir faire un effort supplémentaire, donc ça va se traduire par des heures en plus sur mon terrain. Et comme en général, on s'ennuie pas trop, j'ai pas trop à cœur que l'équipe réduise ses heures la semaine suivante. Donc mon choix à moi, c'est plutôt de rajouter toujours des heures et de jamais en enlever. Voilà, en sachant qu'il faut bien sûr que ces heures supplémentaires soient très justifiées et traçables. Et ça, c'est un thème qu'on va aborder aussi après. C'est comment on gère ce contingent, enfin ces heures supplémentaires. Mais en effet, voilà, c'est vrai que je connais pas ce système d'annualisation. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est en train de prendre une place plus importante. Toi, en tout cas, c'est ce que tu observes. Oui. Pour la gestion des imprévus et des absences, est-ce que tu vois d'autres solutions qui viennent se rajouter dans les crèches? Un thème qui revient souvent, en tout cas, chez nos utilisateurs, c'est d'avoir une personne en plus et même d'aller encore plus loin, alors quand on a plusieurs structures, c'est plus facile, forcément, mais d'avoir la personne souvent qu'on appelle la volante. C'est un terme pour dire, que cette personne peut être d'une structure à une autre, mais vraiment dans le but justement de combler les équipes, d'aider les équipes en cas d'absence ou en cas d'arrêt maladie, par exemple. Ça, je pense que c'est très difficile à la place de gestionnaire de se dire: «À quel moment j'embauche cette personne?» puisqu'il y a un moment où on arrive à gérer un peu à droite à gauche, en faisant des remplacements et cetera, et il y a un moment où il faut se dire: «Je vais avoir, un salarié en plus, ça va me coûter, tant». C'est pas du tout pareil que, de gérer avec des remplacements. Ça, moi, je dirais que au final, il faut pas se dire que cette personne va être juste là pour combler. Je suis sûr que n'importe qui nous écoute se dira qu'il y aura toujours du travail à faire. Est-ce que vraiment la personne va s'ennuyer quand il y a pas d'arrêt, par exemple? Bien sûr que non, il y aura toujours quelque chose. Ça peut être aussi de l'administratif à côté ou alors ça peut être simplement du renfort, d'avoir, un accueil plus qualitatif, pendant ces périodes, on va dire, où tout le monde est là et tant mieux. Mais on va pas se voiler la face. Est-ce que ça existe vraiment, d'avoir des longues périodes où il y a pas d'absence, où tout le monde est présent? Je dirais que ce choix-là, il faut vite le faire. Si vous hésitez, moi, je dirais que c'est en fait, vous avez déjà votre choix qui est tout fait et une fois que la personne sera là, vous allez vite voir que, on va lui trouver en tout cas des choses à faire. Nous, nos utilisateurs nous demandent même via, le logiciel, de former par exemple cette nouvelle personne qui va pas faire que justement de l'accueil d'enfants, mais qui va, aussi aider pour, ça peut être, les contrats, ça peut être sur la communication, enfin c'est très varié, hein, Oui, c'est-à-dire que si je suis un tout petit groupe et que j'ai peu de crèches, je peux la former sur d'autres choses. Après, dès qu'on a un petit peu plus de crèches, comme tu dis, on a toujours du boulot, hein. Moi, la volante, je t'assure qu'elle avait pas beaucoup de temps libre, hein. Ceux qui hésitent, faut pas hésiter honnêtement, Ouais, c'est ça, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Je pense que la volante, elle peut être très vite, utile dans un petit groupe de micro-crèches. Je pense qu'on peut commencer à se poser la question à partir de 3, 4, voire 5 micro-crèches. Et si les auditeurs ont envie de creuser un peu cette question, j'avais fait un épisode 12 dans la saison 2 du podcast où on parlait vraiment de ces sujets-là, de comment gérer les absences et justement, on abordait la question des volantes. Tu as tout à fait raison, en tout cas sur ce sujet de la volante. C'est vrai que souvent, elle fait pas partie de l'équipe de base de la crèche. Elle est un peu, dans un no man's land entre les différentes équipes et du coup, souvent, elle apparaît pas vraiment dans un outil. On la voit pas, sur le papier, donc faut un petit peu, faire un effort quoi en tant que le manager, enfin la personne qui fait les plannings. Faut pas qu'elle oublie de rajouter les plages horaires de la volante et de toujours, la prendre en compte, l'inclure et puis même d'un point de vue managérial aussi, c'est une reconnaissance parce que être volante parfois c'est pas très agréable aussi pour la professionnelle parce que justement elle a pas un rattachement très clair. Donc à partir du moment où, on va vraiment l'inclure dans notre planning, global, ça va nous aider aussi à lui donner vraiment une place au sein de l'équipe, du groupe de crèche. Puisque bon, l'idée c'est qu'il y a plusieurs établissements quand il y a une volante. et d'ailleurs, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, une fois que le planning est fait pour cette personne-là, même après, chaque crèche peut aller, un peu faire des demandes en disant, «Bah, OK, moi, j'aimerais bien pouvoir réserver ce créneau horaire». Il faut se dire qu'après, les personnes sur place, les personnes qui sont à la direction,
vont savoir tout de suite et donc ça doit remonter comme information et je pense pas que ça doit être, une seule personne, qui se dit: «La personne volante va aller là, là et là et là». Je pense que ça doit vraiment être un travail d'équipe et de voir avec les structures qui a besoin de quel créneau et ça, on peut le faire une semaine à l'avance, hein, je pense que c'est suffisant même. Ouais, c'est bien d'avoir une personne référente qui va être le référent de cette, volante, qui peut être son manager notamment et ensuite que cette personne-là puisse centraliser les demandes de travail. C'est comme, quand tu fais une demande de travail pour avoir, l'intervention du psychologue ou Exactement. tu te manifestes, tu dis que tu as un besoin et puis, la personne qui, coordonne tout ça, donc souvent on a des coordinatrices en crèche, elle va, faire intervenir, la volante quand c'est la volante, le psychologue quand c'est le psychologue et ainsi de suite et du coup ça vient soutenir, l'équipe. Donc ouais, c'est une bonne remarque. Je pense que pour la continuité de service, c'est vrai que le rôle des volantes est vraiment, fondamental et j'en profite aussi pour, appuyer sur, l'importance de valoriser ces volantes parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, dans notre secteur et c'est vrai que souvent, elles sont pas très, très reconnues. On les prend un peu, pour au contraire des sous, postes alors que il faut être extrêmement habile, en fait, pour s'adapter à plusieurs équipes, être tout de suite opérationnel, quand tu remplaces quelqu'un et cetera. Oui, c'est même peut-être plus dur, hein, finalement, Ouais, c'est pas confortable. En plus, elles ont les trajets. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est quand même important de pas les changer de place trop souvent. Il vaut mieux qu'elles, passent d'une crèche à l'autre, au moins sur des périodes de plusieurs jours, qu'on change pas la personne sur une même journée. Donc de préférence qu'elles fassent des journées complètes, voire des semaines complètes dans un même établissement. Ça reste quand même, des remplacements longs, je trouve, pour que ce soit profitable. oui. Après, pour la continuité de service, il y a aussi la question des horaires. Est-ce que toi, dans les crèches avec qui tu travailles, parce que tu en as quand même un paquet, tu vois beaucoup de différences de plage horaire? Plus on va avoir une amplitude horaire longue, plus, la continuité de service va être, difficile à assurer. Oui et en même temps, c'est difficile de pas répondre aux parents non plus puisque, avoir des horaires, très courts qui correspondent pas au marché du travail, si on peut dire, les parents seront pas contents, ils vont vouloir, trouver une autre structure. Donc il y a quand même une obligation même, je dirais, d'avoir une amplitude horaire, minimale qui est celle du marché et je pense qu'on peut pas, y faire grand chose ou alors faut voir avec les parents. Mais c'est vrai que on voit même nous, des crèches 24/24, et chapeau quand même à à toutes ces crèches-là aussi. Alors il y en a besoin, hein, pour les personnes, qui travaillent, souvent c'est dans le milieu hospitalier, mais il y a d'autres secteurs et alors, là chapeau aussi parce que pour gérer c'est 2 fois plus de problèmes si je puis dire, puisqu'on gère plus juste, une moitié de plage horaire, mais le double et donc pour revenir à l'amplitude horaire, je pense que le minimum alors je ne veux pas donner une horaire, précis, je pense que ça a pas vraiment de sens. Ça dépend tellement des zones, ça dépend, où vous êtes situé. Si la crèche est en plein milieu d'un secteur industriel et que, bah, tous les parents sont autour, alors peut-être qu'on peut se permettre de quoi? Gagner une demi heure au final, Mais tu sais, ça fait une grosse différence, une demi-heure. ça c'est sûr. Mais en réalité, je pense pas qu'il y ait énormément de flexibilité sur ça. Ouais, mais c'est vrai qu'une demi-heure, quand tu dois combler une absence, ça fait quand même la différence. En tout cas, toi, tu as vraiment beaucoup de data, hein. C'est-à-dire que tu sais, selon les zones, tu connais les moyennes des couvertures horaires et tout. C'est vraiment, tu On fait pas vraiment de moyenne, mais c'est surtout les gens qui nous le disent, et en fait, c'est à force, de discuter avec eux. Ils nous disent: «Bah, moi, je me suis implanté ici et de toute façon, ça sert à rien que j'ouvre jusqu'à telle heure parce que de toute façon, toutes les entreprises ferment autour» et le cas des crèches 24 heures, bah, pareil, j'ai un hôpital qui est juste à côté, donc c'est surtout comme ça, en échangeant avec nos clients, et nos utilisateurs qu'on s'en rend compte, ouais. Écoute, en tout cas, les horaires étendus, ça m'a toujours fascinée. Je sais vraiment pas comment ils arrivent à s'en sortir. Donc, je te mets, un petit défi, c'est de me mettre en relation avec une personne qui veut témoigner sur le podcast pour, en dire un petit peu plus sur les horaires élargis parce que ça, c'est vraiment, je pense, la quadrature du cercle. Avec grand plaisir, les utilisateurs Miko qui nous entendent, vous pouvez contacter soit Amal, soit, Miko ou nous envoyer un message et je suis sûr que, ouais, il y aurait plein de choses à dire. Il y aurait un épisode à faire, hein, sur cette amplitude, large et tu sais qu'on a pas mal de porteurs de projets qui nous questionnent là-dessus. Parce que les porteurs de projets, souvent, sont très idéalistes. Ils ont envie de faire des trucs incroyables et donc première idée, c'est: «Ah bah, on va, vraiment servir, des parents qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de planning, qui travaillent en horaire décalé». Surtout après le covid, ils se sont rendus compte, les gens, que, bah, il y avait, tous les soignants qui galéraient
Bah oui, ils se mettent à la place des parents puisque en fait, ils sont d'abord parents, j'imagine, souvent C'est vrai, souvent. et ils pensent à ça, ils pensent à bien servir les parents avant de voir le côté gestion. Avant de se rendre compte que ça va être un petit peu l'horreur. C'est ça. Écoute, on va faire un épisode là-dessus. Et enfin, troisième sujet, Antoine, une fois qu'on a pu assurer notre continuité de soins avec le bon planning, en faisant en sorte que les professionnels soient présents au bon moment pour les enfants, une fois qu'on a ensuite assuré la continuité de service, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'adapter aux imprévus, à trouver des solutions pour les absences, à faire en sorte que notre crèche soit ouverte tout le temps, aux heures d'ouverture en tout cas, eh bien, ensuite, on va devoir utiliser ce planning de la bonne façon pour gérer nos sujets RH. Parce que le planning concentre quand même souvent des tensions au niveau de l'équipe. Les gens peuvent se regarder un petit peu de travers en se disant «Bah, elle a un meilleur planning que moi, c'est pas juste». Voilà, c'est quand même un sujet qui peut cristalliser des tensions, des jalousies, des conflits d'équipe. Et je dirais que c'est un peu le nerf de la guerre dans une crèche. Ce planning, il est au centre de toutes les problématiques. Comment tu observes que les crèches gèrent ces problématiques RH? Comment elles arrivent à fédérer autour de leur planning? Moi, je dirais que la première chose, c'est la communication, même si ça paraît un peu évident, de partager le planning, de communiquer sur le planning. Je suis d'accord, il y a toujours cette petite musique qui sonne en disant «Ah oui, mais si je montre le planning de tout le monde à tout le monde, peut-être qu'il y aura des jalousies ou autre». Mais de toute façon, au bout d'un moment, les gens vont savoir les horaires de sa collègue. Donc, partons de ce principe-là et autant y aller du bon côté en se disant «Regardez, on a ces plannings-là. Quand une personne n'est pas là, il faut que les gens soient au courant». Donc je pense que c'est la première chose, mais de se dire: «Est-ce qu'on peut dépanner? Est-ce qu'on peut, remplacer sa collègue?» Parce que si je le fais une fois, ça veut dire que ma collègue pourra me remplacer aussi et à la fin, c'est quand même les enfants qu'on sert et les familles et donc le but des 2, de tous en fait, hein, quand on est dans ce secteur, c'est quand même de répondre à ce besoin précis. Donc je dirais vraiment centraliser le planning, faire en sorte que les pros ont la connaissance du planning de chacun. Après, on n'est pas obligé d'aller dans les détails, hein. Il y a évidemment des options pour masquer, les raisons d'absence. On n'est pas obligé d'expliquer pourquoi la personne est malade et cetera. Mais, rien que de savoir, que là, il va falloir combler, si on le sait le plus tôt possible, ça permet de trouver la solution le plus tôt possible. C'est tout bête. Ouais, une communication transparente et puis, le plus rapidement possible, ne pas traîner. En effet, c'est vrai que c'est important. D'ailleurs, à l'époque où je faisais tout ça par papier, bah, moi, je faisais carrément signer, tous les changements à toute l'équipe. Comme ça, on peut pas, avoir le doute de: «Est-ce que tout le monde a bien, l'info?» Il y a pas trop d'ambiguïté, quoi. Il faut que ce soit clair, tout simplement. Oui. On en a parlé un petit peu au début de l'épisode sur le côté gestion des ressources humaines. Il y a aussi la question des heures supplémentaires. Comment tu vois ça, sur les crèches? Tu vois beaucoup, beaucoup de crèches. Est-ce qu'elles pointent, les heures supplémentaires? Comment ça se passe? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a la notion de pointage qui vient tout de suite. Qu'on parle d'heures supplémentaires ou pas d'ailleurs, il y a souvent cette question qui arrive en disant: «Bon, est-ce que je fais vraiment pointer, mes pros à la seconde près, le matin, le soir, à chaque pause?» et cetera. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de cas. Nous, on voit un peu de tout. Je dirais que la moyenne, c'est de dire de faire confiance à son équipe, mais la confiance, ça ne veut pas dire de fermer totalement les yeux sur les horaires, et cetera. De toute façon, d'un point de vue légal, déjà, il faut avoir les horaires des salariés. On peut déjà partir de ce principe-là et enlever toute question de confiance ou non. Par contre, après, on peut se dire qu'on n'est pas forcément à la minute près. En temps normal, quelqu'un qui arrive en avance, c'est bon, bah, c'est censé être son problème, entre guillemets, et ça ne doit pas être compté comme des heures supplémentaires. Par contre, si une personne reste plus longtemps, bon, bah là, on commence à être dans les heures supplémentaires ou des heures à rattraper. Nous, ce qu'on voit, ce que presque tout le monde fait maintenant, vraiment, c'est d'avoir comme une espèce de compteur. Ce compteur, souvent, il est appelé heures à rattraper. Il compte à la fois les heures à rattraper et les heures supplémentaires. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai fait tant d'heures en plus ce jour-là, eh bien, je vais les rattraper tel jour. Et pour refaire le lien avec l'annualisation, eh bien, ça permet aussi de faire ça. Le fait d'avoir des semaines différentes, on n'est pas obligé de faire 35, par exemple, pile cette semaine-là, eh ben, c'est beaucoup plus souple. Là, on voit qu'on se dit qu'il y a peut-être
un peu une charge de travail supplémentaire parce qu'on a décidé d'organiser, certaines choses. Il y a des goûters, il y a, une fête, à la crèche et cetera. Bah, là, on peut très bien se dire: «J'ai, tel pro qui a des heures en trop, eh bien, je vais justement les utiliser cette semaine précisément. Comme ça, je fais avancer mon annualisation et à la fin, bah, j'arrive à me retrouver dans mes horaires et le but, c'est d'être à zéro à la fin, en fait». Moi, personnellement, je suis, vraiment favorable au pointage. Je pense qu'on peut pas faire confiance à tout le monde, même, les pros, elles nous font pas non plus spécialement confiance. Comme ça, c'est pas un blanc-seing, tu vois? Quand elles arrivent dans la crèche, le patron ou le manager, bon, bah, faut aussi que nous, on gagne leur confiance. Donc c'est «donnant-donnant» entre guillemets et puis surtout si enfin, tu vois, moi, j'ai dû travailler avec, peut-être 400 professionnels en 17 ans. Tu peux pas faire confiance à tout le monde. Il y en a avec qui ça passe super bien, d'autres pas. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de très objectif, de pas du tout personnel. Du coup, je trouve que le pointage, ça évite de se demander justement si on fait confiance ou pas aux gens. C'est objectif et je trouve que c'est pas mal quand même pour, bah, gérer ce compteur d'heures. Alors, tu parles de beaucoup de crèches qui ont, mis en place des annualisations et des rattrapages et c'est vrai que, bon, moi, je milite un petit peu quand même pour payer les heures supplémentaires plutôt que de les faire rattraper. Je trouve que Oui. c'est, un système, de motivation aussi pour les pros. Je pense que tu as aussi des exemples de crèches qui les payent quand même, c'est peut-être minoritaire. C'est même pas la majorité, hein, l'annualisation, c'est juste qu'on voit de plus en plus de crèches qui se questionnent et qui se disent: «Ah, c'est peut-être la solution miracle», donc c'est pour ça que j'en parle, D'accord, mais je pense pas du tout que ce soit la c'est majorité. croissant. Oui, voilà. C'est une tendance actuelle, mais c'est pas la majorité. Enfin, moi, tu sais, depuis 2007, j'ai vu quand même très, très souvent cette notion de, «Il faut rattraper les heures». Alors, il y avait peut-être pas ce terme d'annualisation avant, mais il y avait un truc un peu extra comptable qui était pas forcément, pris en compte sur les feuilles de paye ou qui l'était, mais bon, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, où on considérait que les heures sup, ce serait jamais payé, ce serait toujours à rattraper. La majorité pour toi, ce serait plutôt des gens qui payent les heures sup ou des gens qui demandent à ce qu'on les rattrape? Non, je pense vraiment que la majorité, c'est que les heures sont payées et que l'annualisation, c'est une tendance. Mais, aujourd'hui, la majorité, à chaque fois qu'on en discute avec nos utilisateurs, en général, c'est plutôt on a ce compteur-là pour savoir justement combien il faut, communiquer ça à son service RH et du coup, combien rajouter sur la fiche de paye, tout simplement. Eh bah, oui, parce que on va contrôler donc la bonne application de notre planning. On va utiliser, ces compteurs, mais ensuite, tout ça, ça va se traduire sur les feuilles de paye. C'est ça la finalisation de tout ce système. Donc, il va falloir communiquer. On appelle ça les éléments de paye, ce terme, qui fait rêver toutes les directrices de crèche. Donc ensuite, voilà, l'enjeu, ça va être de donner les bons éléments, de rien oublier et peut-être que c'est un petit peu ça aussi le plus difficile, c'est de faire les choses bien, de pas avoir d'erreurs, de soucis avec l'équipe qui peut vite être, vexée, blessée ou déçue si, sa feuille de paye, n'est pas en ligne avec ce qu'elle attendait. D'ailleurs, ce que tu disais de faire signer, les pros, je pense que c'est une bonne solution aussi si jamais ça se passe pas forcément bien ou s'il y a des doutes, c'est une bonne solution. Au moins, il y a pas de surprise à la feuille de paye et d'avoir une bonne communication aussi avec son service RH. C'est pas toujours, simple. Des fois, il peut y avoir plein d'allers-retours sur, «Ah non, mais ça, en fait, c'était tel jour et là, c'était tel jour». Donc je pense que le service RH doit aussi bien comprendre le fonctionnement de la structure et ça aidera aussi à avoir, des fiches de paye, correspondantes, à ce qu'on peut s'attendre. Puis tu sais, dans beaucoup de petits groupes de micro-crèches, de 1 à 10 micros, bon, bah, il y a quand même pas un très gros service RH, hein. On va avoir, souvent, ça va être la coordinatrice ou une assistante ou le gérant qui va, transmettre les éléments de paye au comptable, qui est externalisé en général Oui. et donc il faut que ce soit très fluide, la communication des éléments de paye entre le terrain, donc les pros qui vont pointer justement ce qu'elles ont fait ou pas fait, la directrice qui va peut-être contrôler ça, faire signer et tout ça et puis, la personne, au siège, donc le gérant ou la coordinatrice ou l'assistante qui, elle, va, envoyer ça, cette personne, au comptable et donc, finalement, il y a beaucoup de communication sur ce point-là, sur le planning, puisque c'est un petit peu ce qui ressort, depuis le début de notre interview. Au début, tu dois bien communiquer sur tes plannings et sur la raison pour laquelle ils sont construits comme ça, les principes, qu'est-ce que tu en attends. Ensuite, tu dois bien communiquer quand il y a des imprévus parce que sinon, bah, tout le monde peut être, braqué et s'interroger sur, ben, pourquoi c'est moi qui fais ça et cetera? Pourquoi c'est moi qui dois remplacer? Pourquoi c'est à moi qu'on fait appel? Et puis ensuite, on doit très bien communiquer tous ces éléments de paye à la fin du mois pour que les salariés puissent vraiment se fier à notre système et voir que sur leur feuille de paye, c'est bien ce qu'elles attendaient. Parce que je t'assure que souvent,
Quand on recrute, on voit beaucoup, beaucoup de salariés et d'autres groupes, et cetera. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient. «Ah bah, moi, mon patron, sur ma feuille de paye, il y a jamais ci, il y a jamais ça. On m'avait dit que j'aurais tel salaire, mais en fait, j'ai pas ça», et cetera. Donc, en fait, on s'en rend pas compte quand on est, patron ou manager, mais il y a parfois des sujets de frustration, quoi, des frictions avec ses salariés et qui sont pas forcément, exprimés, mais qui viennent, polluer notre relation et c'est dommage. Donc vraiment il faut soigner notre communication autour de ce planning. Bon Antoine, je vois qu'on a bien fait le tour, on a abordé je crois tous les points que j'avais en tête moi en tout cas. Je ne sais pas si toi tu as la même impression ou si tu as encore des points à rajouter? C'est sûr que les plannings, comme on disait au début, c'est un peu, un nœud qu'on a besoin de défaire et qu'on a besoin de prendre en main. Si je peux rajouter un point, c'est de dire de bien communiquer et puis peut-être aussi d'avoir les bons outils. Donc on est là aussi pour ça, mais à part ça, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Ouais, se reposer sur, les bons outils comme tu dis, c'est très important. Bah, merci infiniment pour cet épisode. Je rappelle aux auditeurs et aux éditrices que si ils ont envie de creuser, si vous avez envie de nous poser une question, regardez dans les notes de l'épisode pour contacter Antoine ou moi, n'hésitez pas. Et toi Antoine, bah, on se dit à très vite au mois prochain. Bah, merci beaucoup Amal, à très bientôt. Allez, salut Antoine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.